En 1337, le roi d'Angleterre revendique le trône de France, sonnant le départ de la guerre de 100 ans. Il va falloir être fort, parce que la France va connaître un siècle épouvantable. C'est pas la première fois que ces deux royaumes sont en guerre. En fait, les guerres sont incessantes depuis l'époque de Guillaume le Conquérant. Mais le règne d'Édouard Ier a marqué un vrai changement avec l'essor du Parlement, qui a vu la culture anglaise reprendre l'ascendant sur la culture française. Les vieilles rivalités féodales sont en train de se transformer en un conflit entre deux nations. Philippe de Valois prend l'initiative en récupérant le Ponthieu. En parallèle, il se met en tête d'acheter le Dauphiné aux comtes du coin, qui sont alors en pleine banqueroute. La province sera rattachée à la France quelques années plus tard, rognant pour de bon sur les Saint-Empires, devenus aussi mous qu'un mollusque. Hélas, au même moment, le duc de Bretagne trouve le moyen de mourir sans héritier. Les Anglais s'engouffrent dans la brèche, soutenus par les Bretons qui cherchent ainsi à renforcer leur indépendance vis-à-vis de la France. Puis les Anglais s'avancent en Aquitaine et débarquent en Normandie qui est mise à sac. Les Français forcent une bataille rangée le 26 août 1346 à Crécy, mais c'est une hécatombe. Les archers-longs anglais montrent leur supériorité sur la chevalerie française. Finalement, Édouard III peut s'emparer de Calais, qui sera la nouvelle tête de pont des Anglais sur le continent. Les ennuis arrivant en escadrille, la peste noire débarque en France l'année suivante. Ça devait arriver. On a vu que la croissance démographique de l'Europe arrivait à saturation. Et ça faisait déjà un moment que les famines affaiblissaient la population. En quelques années, l'épidémie décime 40% de la population européenne, déstabilisant au passage toutes les structures économiques. L'un des pires carnages dans l'histoire du continent. L'Angleterre et la France sont toutes deux touchées, mais en France, ça s'ajoute aux ravages des Anglais. Résultat, les sans-le-sou se regroupent dans des bandes armées qu'on appelle les grandes compagnies, qui sèment la terreur dans les campagnes. Ça n'arrange pas l'état du pays, mais le pire est à venir. En 1356, le nouveau roi de France, Jean le Bon, est battu à la bataille de Poitiers et fait prisonnier par les Anglais. La rançon exigée est énorme alors que le pays est ruiné. Et comme l'héritier Charles V veut payer, la population se soulève en 1358. Les paysans suivent très vite le mouvement. C'est le début de la Grande Jacquerie. Et en plus de ça, la Navarre est passée entre les mains de Charles le Mauvais, un arrière-petit-fils de Philippe le Bel. Il n'est pas moins légitime qu'Édouard III, ni même que Charles V, qui vient de loin. Charles le Mauvais revendique donc à son tour le trône de France et soutient l'insurrection. Il est temps d'arrêter les frais. En 1360, la paix est signée avec les Anglais et le roi Jean est relâché, mais au prix de pertes territoriales énormes en Aquitaine. Pourtant, la situation va très vite s'inverser, car l'Angleterre est handicapée par ces deux territoires complètement distincts à gérer. De nombreux Aquitains se soulèvent, en particulier le comte d'Armagnac, qui laissera son nom à un parti pro-français. Les escarmouches s'avèrent plus efficaces que les batailles rangées. En 1375, l'Aquitaine est presque entièrement reconquise. C'est un miracle. Charles V est parvenu à redresser le royaume. Cela dit, le prestige de la France est sacrément écorné, et a de plus en plus de mal à garder son pape à Avignon face aux prétentions des Italiens. Ça se termine avec l'élection de deux papes rivaux en 1378, un à Rome et un à Avignon. C'est le grand schisme d'Occident qui va durer 39 ans. Finalement, les choses finissent par se calmer. Il va bien falloir en profiter parce que le pire de la guerre de 100 ans est encore devant nous. Pour repousser l'échéance, on va changer d'air et aller du côté de la Baltique, qui connaît son âge d'or à cette époque.